ou sous-régional s'impose, qu'on puisse obtenir ce que nous voulons parce que nous le pouvons. Ces institutions-là restent des partenaires avec lesquels nous sommes en train de travailler, avec lesquels le Sénégal a travaillé pendant des décennies et des décennies. Les rapports que nous voulons avoir avec eux, c'est des rapports sincères et nous travaillons à ce que nous présentons soit quelque chose qui reflète véritablement la situation financière. Maintenant, je ne les considère pas comme des boucs émissaires, encore moins pour les autres partenaires avec lesquels nous sommes en relation. Il y a ce qui ressort de notre responsabilité. La gouvernance, la transparence, la reddition de comptes, on ne peut pas imputer ça au FMI. Je prends un exemple simple. En 2023, on a réformé l'OFNAC. Pourquoi? Parce que les partenaires avaient dit que si vous réformez, on va décaisser. Pourtant, la réforme allait dans le sens du renforcement des pouvoirs de l'OFNAC pour qu'elle s'acquitte davantage et mieux de ses missions. Je considère que pour notre respectabilité, on n'a pas besoin de partenaires extérieurs qui nous fassent la pression pour que nous fassions des progrès sur le plan de la transparence et de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Ça, c'est une question qui nous regarde d'abord, avant que des partenaires n'aient à nous dire il faut réformer pour qu'on puisse décaisser. Certaines conditionnalités heurtent notre conscience parce qu'on ne doit pas attendre qu'on nous les impose dans ce cadre-là. On doit les faire par nous-mêmes quand on considérera que c'est utile. Quand on considérera que ce que le FMI ou la Banque mondiale nous impose de faire ne va pas du tout dans le sens des intérêts du Sénégal ou du peuple sénégalais, en ce moment, on leur fera clairement savoir, par des arguments objectifs sur la table, que cette option-là n'est pas la meilleure option pour nous et que voilà l'option alternative que nous proposons. Et comme on l'a tout le temps fait en bonne intelligence avec eux, j'estime qu'ils comprendront et nous soutiendront dans cette démarche-là. Et quand le FMI dit que le Sénégal est suffisamment liquide pour financer son économie, est-ce que cela signifie aussi que vous avez hérité d'un pays où les finances publiques sont assainies? Non, pas du tout. Actuellement, on est en train de faire, comme nous impose la loi portant transparence dans la gestion des finances publiques au Sénégal, à l'article 7, il nous impose, le nouveau gouvernement qui arrive doit faire l'audit des finances publiques. Et cet audit est soumis à la Cour des comptes qui valide les résultats ou fait les observations dont il faudra tenir compte. Tant que ce travail-là n'est pas encore fait, on ne peut pas, sur la base de préjugés ou de présomptions, être dans l'échange indirect, surtout pas par voie de presse interposée avec les partenaires. On attendra cet audit-là et la revue que le FMI est en train de faire, elle est en train de le faire en avançant, mais à un moment donné aussi, on continuera on viendra leur dire voilà ce que l'audit a montré. Monsieur le Président, il y a quelques jours, vos pairs de la CEDEAO vous ont désigné comme facilitateur dans les discussions entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, dans un contexte très difficile. Est-ce que vous avez évalué vos chances de réussite dans cette médiation-là et comment vous allez travailler avec le président du Togo, avec qui vous allez travailler sur ce dossier-là, et éventuellement avec le président de la Guinée-Bissau, qui a offert également ses services dans ce cadre-là? Bon, moi, j'estime que la situation de la CEDEAO est sous nos yeux. On ne peut pas la nier. Aujourd'hui, la CEDEAO est en difficulté. Il faut le reconnaître. Parce que quand une organisation qui est bâtie avec des objectifs d'intégration économique et commerciale, toujours en tout cas plus poussés, quand on voit qu'il y a des pays qui cherchent à sortir de cette organisation, on ne peut pas dire que l'organisation se renforce. Et quand l'organisation ne renforce pas, elle faiblit forcément. Je suis arrivé dans un contexte où ces trois pays-là ont annoncé leur départ. La période de préavis est en train de courir jusqu'en janvier. Notre responsabilité en tant que contemporains qui devons administrer cette situation malheureuse, c'est de parler aux uns et aux autres. J'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir été là quand ces sanctions-là étaient en train d'être prises et qui ont envenimé les rapports entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel.
Quand je suis arrivé, on me pointe de ces États-là, ne me regarde pas comme quelqu'un qui a été parmi ceux qui les ont sanctionnés. Donc ils ont une facilité à me parler plus qu'ils ne peuvent en avoir pour les autres. C'est un atout qu'il faut mettre au service de la communauté. Quand je dis communauté, je parle de tous les pays. Et de travailler à ce que la réconciliation renforce l'objectif d'intégration. Je n'ai pas attendu d'aller à la CEDEAO. Dans le cadre des visites que j'ai entreprises pour raffermir les relations du Sénégal avec ses voisins, d'abord, avec qui nous partageons la même frontière, avec qui nous adressons des défis communs qui sont très prégnants, notamment le Mali. Mais je suis allé dans ce sens-là pour le renforcement de la coopération bilatérale, mais j'en ai profité pour leur dire ce que je pense de leur projet de mise en place d'une confédération. D'abord, je respecte leur souveraineté et leur choix, mais j'ai essayé d'attirer l'attention de mes homologues de ces pays-là qui traversent une situation que l'on connaît et à laquelle nous sommes très solidaires, ainsi qu'avec leur peuple, pour essayer de les faire revenir autour de la table des négociations. Parce que ce qui n'est pas bien quand il y a conflit, c'est qu'il n'y ait pas de plage pour se parler. À ce que je sache, aucun pays n'est allé bombarder aucun autre pays. Les États-Unis, en 1945, ont fait ce qu'ils ont fait à Nagasaki et à Hiroshima. Est-ce que pour autant ils ne se sont pas parlé? Si. Donc on ne peut pas accepter une situation de fait où il est impossible qu'un dialogue puisse avoir entre les États de l'Alliance du Sahel et la CEDEAO. Cela n'a rien à voir avec la mise en place de leur confédération. Mais même s'ils décident de sortir de la CEDEAO, comme l'Angleterre a eu à le faire dans le cadre du Brexit, il faut bien que cette situation-là soit administrée. Même s'ils décident qu'ils ne reviendront plus jamais dans la CEDEAO, il faut bien qu'on discute de comment ils vont partir, qu'est-ce qu'ils avaient dans la CEDEAO qu'ils ne pourront plus avoir, et qu'est-ce qu'ils vont avoir dans le cadre de la coopération bilatérale, est-ce que. Donc il y a énormément de questions à faire, à discuter. L'autre chose, c'est que même s'ils ne sont plus dans la CEDEAO, cela n'empêche que nous adressons aujourd'hui des défis communs, notamment le terrorisme, les trafics illicites, qu'il s'agisse de substances illicites ou d'êtres humains, ou d'autres défis que nous avons en commun. Mais ces défis-là doivent être pris en charge au sein de la CEDEAO, et dans toute la mesure où on pourra leur en faire bénéficier, même s'ils ne sont pas dans la CEDEAO, qu'on trouve les plages de discussion et de convergence. Je ne me fais pas d'illusions, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je vais faire en compagnie de mes pairs et sous la supervision de la CEDEAO ce que je crois devoir faire, à savoir dialoguer, discuter, travailler à réconcilier les positions. La décision qui sera prise par les États de l'Alliance du Sahel est une décision que l'on respectera parce que c'est des États qui sont souverains. Mais j'estime que quelle que soit la décision, les États du Sahel ainsi que l'Alliance des États du Sahel ainsi que la CEDEAO doivent discuter parce qu'il y a beaucoup de défis qui intéressent à la fois les États membres de l'Alliance du Sahel que les États de la CEDEAO. Maintenant, dans le cadre de la démarche, évidemment, j'ai été mandaté au même titre que le président Faure. J'ai prévu de lui rendre visite dans le cadre de mes tournées. Je n'avais pas encore pu, mais je lui avais parlé au téléphone, comme les autres présidents à qui je n'ai pas encore rendu visite. Et sur place, on définira les voies et moyens pour adresser la question au moins et trouver au moins une plage de discussion. Entre-temps, j'ai pu convaincre le professeur Abdoulaye Bathily d'en faire un envoyé spécial, pas que pour moi-même, je veux dire pas que pour cette mission de médiation dans laquelle la CEDEAO m'a impliqué, mais dans d'autres missions pour lesquelles je peux avoir besoin de son expérience, de son vécu, de sa respectabilité, de sa stature internationale. Et je sais que c'est quelqu'un qui, avant même d'en faire un envoyé spécial, j'ai dû d'ailleurs lui tordre la main pour qu'il accepte d'en être un, m'a régulièrement conseillé par rapport aux prises de position. Vous savez, le Sénégal a quand même de grands hommes qui aiment fondamentalement ce pays, qui se sont beaucoup sacrifiés, à qui je rends hommage d'ailleurs, les connus comme les moins connus, et qui sont encore là ou d'autres qui sont disparus. Et je pense qu'en reposant sur eux, on peut véritablement bâtir des consensus forts au niveau national
dans la sous-région, mais aussi au niveau international. Monsieur le Président, le Premier ministre Ousmane Sonko, en recevant le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait dit que le Sénégal, pour disposer de lui-même, est incompatible avec la présence durable des forces étrangères, en tout cas au Sénégal. Est-ce que cela veut dire que vous allez ordonner le retrait des troupes françaises du Sénégal? Si oui, quand est-ce que cela va se faire? Sinon, quelle forme de collaboration va-t-on avoir avec les militaires français? Non, je ne peux pas dire quand ça va se faire à telle date, parce que même les modifications qui interviennent dans les relations entre pays doivent être, de mon point de vue, discutées en toute sérénité, en toute amicalité, en toute amitié. Je ne pense pas qu'on ait besoin aujourd'hui, quel que soit le partenaire, d'avoir des ruptures brutales. Parce que les relations entre les États sont faites de ruptures, de réconciliation, de rappels d'ambassadeurs, de retour d'ambassadeurs, etc., etc. Je ne veux pas d'ailleurs qu'on fasse juste le focus sur la France, la Russie, la Chine ou quelques autres pays. Ce à quoi nous travaillons aujourd'hui avec les hauts officiers militaires ainsi que certains membres du gouvernement, c'est d'avoir deux choses. Une loi sur la défense et la sécurité nationale. Le contexte a beaucoup évolué. Nous avons des défis à adresser sur le plan international et une doctrine à définir par rapport à la coopération.